Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le dernier exercice de la série numéro 3. Donc on va parler de cet exercice-là et on va essayer de travailler avec le principe fondamental de la dynamique, l'étude dynamique, soit à partir des forces, soit à partir des énergies. On va parler des énergies potentielles et je vous montre une façon plus simple de calculer l'énergie potentielle sans passer par le travail, mais cette fois-ci en utilisant le gradient. Donc on sera dans un cas où vous avez un repère en rotation, donc on est dans le cas d'un repère non galiléen. Donc voilà l'exercice qu'il faut bien maîtriser ou bien comprendre. Vous avez R, O, I, J, un repère galiléen. Donc voilà I, J, K. Et vous avez O, I1, J1, K. C'est en fait tout simplement le repère de coordonnées cylindriques. Là, on peut le noter au ρ, phi, I, K. Donc ça, c'est le coordonnée, c'est la base cylindrique. D'accord ? Ensuite, ce repère est en rotation, bien sûr, avec un angle phi autour de K. Un anneau de masse M, voilà, se déplace sans frottement sur une tige AB, qui reste tout le temps dans le plan ρ, K. Donc ça veut dire qu'il tourne aussi avec la même vitesse oméga, phi point, suivant K. Et vous avez la distance OA, il est fixe, est égal à A suivant K. Et la tige est tout le temps située dans le plan OI1K. D'accord? Donc OI1K, c'est en fait au ρ au K. Donc voilà, la tige elle est constamment située sur ce plan-là. Bien, on vous dit que AM égale à R suivant I. D'accord? Le point M peut se déplacer sur la tige AB. Et cet angle alpha là que fait avec l'axe OZ est une constante. On va étudier le mouvement dans le repère UG1V. Donc, bien comprendre aussi ce que c'est le vecteur. Vous voyez bien que le vecteur U, il fait un angle alpha avec K. Donc, si je représente ici le plan K au ρ, c'est en fait KI1, donc ce plan-là. Vous voyez bien que U et V appartient à ce plan. U et V appartient à ce plan. Et donc, le seul vecteur qui est commun à la base J1, J1K et U, V, J1, c'est le vecteur J1 qui est vecteur perpendiculaire à ce plan. Donc vous avez U et V, il appartient au plan I1K. D'accord? Voilà, après, ça sera décalé. Donc voilà, il ne faut pas démarrer l'exercice avant de bien comprendre le schéma et les bases. D'accord? Bien. Maintenant, on vous dit, on va étudier le mouvement dans la base UG1V, c'est-à-dire la base où on va faire la projection de tous les vecteurs. Je répète, ça, c'est une base de projection qui est U, là, voilà, U, V et J1. D'accord? On va tout exprimer dans cette base. Bien, on va commencer par la première question. Déterminer les expressions de la vitesse de M et de gamma par rapport à R1. R1, c'est le vecteur par rapport au repère cylindrique tout simplement. I1, J1K. D'accord? Bien. Donc, on va définir le vecteur, la distance OM. Vecteur OM, on va l'exprimer. Ensuite, on va dériver par rapport à R1. Bon, le vecteur OM, bien sûr, c'est OA plus AM. D'accord? Donc, c'est AK plus R fois U. Donc, ça, c'est R fois U. Et en dérivant par rapport à R1, faites attention, U1, il reste constamment dans le plan I1K, donc sa dérivée par rapport au temps dans le repère R1, il est nul, il est fixe dans R1. Donc A, bien sûr, c'est une constante, K aussi, c'est une constante, il ne dépend pas du temps. Donc il va nous rester juste R point fois U. Et donc tout de suite, l'accélération, c'est la même chose, c'est la dérivée de R point, ça sera R seconde fois U. Voilà la dérivée du vecteur OM dans R1, c'est-à-dire dans le repère OI1J1K. Vous voyez bien que le vecteur U, il est constamment dans ce plan. Donc, et c'est une constante dans R1. Bien, par application de PFD, on va déterminer l'équation du mouvement. Donc, avant d'appliquer le PFD, il faut définir quelles sont les forces et les projeter sur la base UJ1K. Bien sûr, les forces, vous avez le poids, et vous avez la réaction qui va être uniquement perpendiculaire à la direction de déplacement, c'est-à-dire au vecteur U. Et qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, c'est tout. On a le poids et la réaction. Bon,
on va définir les forces. Donc, le poids, c'est le K est vers le haut, donc c'est moins mg suivant K. Mais on va l'exprimer dans la base UV. Donc, voilà notre vecteur K. Voilà l'angle alpha. Ici, ça c'est pi sur 2 moins alpha. Donc, on retrouve alpha. Ça c'est pi sur 2 moins alpha. Et on retrouve alpha ici. Donc, vous voyez bien, c'est K, sa projection, c'est moins U cosinus alpha. Voilà. Et plus U sinus alpha. V sinus alpha plutôt. Du sinus alpha suivant V. Voilà, suivant V avec un ciel plus. Réaction. Bien. Qu'est-ce que ça signifie? Pas de frottement, je l'ai expliqué la dernière fois. Ça veut dire la composante de la réaction suivant la direction du mouvement, qui est notre cas. La direction de mouvement, c'est U. C'est cette composante qui est nulle. Et donc, on ne peut rien dire sur RV et RJ. Les autres composantes, on va les noter RV et RJ. Voilà. On a les forces, on a l'expression de gamma, et on va projeter avant de projeter, bien sûr, vous voyez que il faut aller doucement. Avant de projeter, on est dans un repère quoi? Dans un repère relatif. D'accord? Donc, on est dans le repère relatif. Ça, c'est gamma relatif, en fait. C'est gamma de R1. Donc, il faut décider. Ça, c'est les forces. J'ai parlé du poids et de la réaction. Ça, c'est les forces réelles, qu'on appelle les forces réelles. Maintenant, il faut définir ce qu'on appelle les forces d'inertie. Forces d'inertie. Et pour définir les forces d'inertie, il faut calculer d'abord les accélérations d'inertie. Gamma d'inertie d'entraînement, gamma d'entraînement et gamma de Coriolis. Bien, là, le calcul de ces accélérations, il est relativement simple parce qu'on nous donne l'expression de oméga, c'est une constante, donc d de oméga sur dt égale à 0. Et les deux repères, ils ont la même origine confondue, donc gamma O égale à 0. Donc gamma d'entraînement, il va vous rester juste le terme oméga vectoriel OM. Bon, en fait, vectoriel O de M, mais OA égale à O2 égale à O. Ils ont le même repère. Donc, phi point suivant K, et je remplace OM par sa valeur. Donc, K vectoriel K, c'est 0. Il va vous rester K vectoriel U. Voilà U. Et là, je remplace tout de suite K par sa valeur. C'est moins cosinus alpha suivant U, plus sinus alpha suivant V. U vectoriel U, c'est 0. Il va vous rester... U vectoriel U, c'est 0. Il va nous rester V vectoriel U. Et vous voyez bien que V vectoriel U, c'est quoi? C'est J1. Donc, il va me rester R au carré, phi point au carré, K vectoriel J1. Or, K vectoriel J1, vous voyez bien, je tourne dans le sens inverse, c'est moins I1. Et voilà, le résultat final, c'est moins sinus alpha, R phi point au carré, suivant I1. Et donc, tout de suite, la force d'inertie d'entraînement, c'est moins F, moins M fois gamma d'entraînement. Et donc, vous voyez bien que la force d'inertie d'entraînement, elle est suivant I1. C'est ce qu'on appelle une force centrifuge. D'accord? Quand vous tournez, elle va dans le sens inverse. Donc, voilà notre force d'inertie d'entraînement, bien sûr, elle est suivant I1. Bien. Maintenant, la force. Donc, voilà gamma d'entraînement et voilà la force d'inertie d'entraînement. Bon, là, j'ai exprimé I1 tout simplement en facteur dans la base qu'on a dit, c'est-à-dire UVK. Donc, vous voyez bien que I1, c'est cosinus alpha suivant V, moins sinus, plus sinus alpha, bien sûr, cosinus plus sinus alpha suivant U. Donc, ça, c'est le vecteur I1. Voilà, donc gamma de Coriolis. Bon, là aussi, c'est facile parce que c'est 2 oméga vectoriel à vitesse relative, qui est R vectoriel U, et K vectoriel U. Avant de faire le calcul, je remplace K par sa valeur. Donc là, faire très attention. Donc, il faut travailler dans le produit vectoriel. Je ne peux pas calculer K vectoriel U tout de suite. Donc, il faut remplacer K par sa valeur. Et puis, U vectoriel U, c'est 0. Il va vous rester V vectoriel U. Et V vectoriel U, c'est G1. Donc, V vectoriel U, c'est G1. Voilà. Et c'est exprimé déjà dans le repère qu'on a dit. Et donc, gamma de Coriolis, c'est moins 2m oméga R point sinus alpha suivant G1. Donc voilà, j'ai déterminé les forces réelles, j'ai déterminé les forces d'inertie, j'applique le principe fondamental de la dynamique dans le repère mobile. Donc je vais faire tout simplement la somme de toutes les forces réelles et d'inertie est égale à M gamma relatif. Et puis on va projeter sur les 3 vecteurs U, V et J. Bon, il suffit de prendre chaque composante, voilà la projection suivant U. Donc l'accélération suivant U, elle a cette expression, et puis le poids et l'inertie d'entraînement, ensuite la réaction, et ainsi de suite. Vous prenez chaque composante tout simplement suivant U, suivant J et suivant V. Bien.
Ensuite, on nous dit de déterminer l'expression de R seconde. Là, tout de suite, l'équation 1, vous voyez, en simplifiant par M, vous avez directement l'expression de R seconde, moins oméga carré R fois sinus carré alpha est égal à quoi? Est égal à G sinus alpha. Donc voilà, tout de suite, à partir du principe fondamental de la dynamique, en prenant l'équation 1. Pour déterminer le composant de RV et RJ, bon, j'utilise l'équation 2 et 3. Donc directement, RJ est égal, RV égale, bien sûr, il est exprimé en fonction de R point, et là il faut exprimer en fonction de R. Donc pour déterminer explicitement les composantes de RJ, il faut résoudre cette équation. Il faut déterminer R en fonction de alpha. Ça, on va le faire après. Mais là, on vous demande juste les composantes en fonction de R et de R point. D'accord? Maintenant, on va résoudre justement la solution de cette équation. Donc ça, c'est une solution, c'est une équation différentielle de deuxième ordre. Donc je vous montre comment déterminer la solution dans le cas général. Donc solution, on va poser lambda carré, c'est une constante, oméga carré sinus carré alpha, c'est une constante positive. Donc ça sera de la forme R seconde, moins ou bien moins oméga carré. C'était plus simple de poser oméga carré. Bon, mais on a déjà oméga, donc on va la poser lambda carré égale à G cosinus alpha. Donc là, il faut faire attention. Ici, alpha, c'est une constante. Donc G cosinus alpha, c'est une constante. Donc si vous avez une façon générale x seconde plus ou bien moins lambda carré x est égal à une fonction de x, vous avez la solution, c'est d'abord une solution générale sans second membre, c'est-à-dire sans le deuxième membre, plus une solution particulière. Et la solution particulière, elle dépend de cette fonction. Donc si cette fonction c'est une constante, la solution particulière c'est une constante. Mais imaginez que cette fonction, ce sera par exemple cosinus oméga t. La solution particulière sera de la forme cosinus oméga t plus sinus oméga t. Donc tout dépend de la fonction f de x. Bon, si notre cas, c'est plus facile parce que la constante, deuxième solution particulière, alpha c'est une constante. Donc on va chercher une solution particulière de l'équation générale. Donc solution particulière, c'est une constante. Donc on va poser C égale à R égale à C, et on va déterminer à quoi est égale cette constante C. Donc la dérivée seconde d'une constante, c'est 0. Donc moins lambda carré fois C est égal à G cosinus alpha. Donc solution particulière de l'équation générale. Donc la constante, c'est ça. Donc voilà une solution particulière de l'équation 1. Donc si vous remplacez ici, vous allez trouver qu'il vérifie cette équation. Bien, maintenant il nous reste la solution sans second membre, solution générale de l'équation sans second membre. Voilà l'équation sans le deuxième terme. Et bien là aussi, vous avez une formule très classique. D'une façon générale, si vous avez x seconde plus oméga carré x point plus lambda x égale à 0, on cherche l'équation caractéristique en remplaçant x seconde par r carré, x point par r et x par 1. Et il faut résoudre cette équation. Donc vous allez déterminer R1 et R2. Et les solutions sont de la forme a exponentielle R1 de t plus b exponentielle R2 de t. Bon, notre cas, l'équation caractéristique, je ne veux pas le noter en fonction de R parce qu'il est déjà R ici, où je le note x carré moins lambda carré égale à 0. Donc les solutions de l'équation caractéristique, c'est plus ou moins lambda. Donc la solution, c'est a exponentielle x1 de t qui est en fait lambda de t. Donc ça c'est lambda de t et moins lambda de t. Donc, parce que x1 de t, r1 de t, r2 de t. R1 c'est lambda, R2 c'est moins lambda. Voilà, je l'ai noté ici. Voilà. Et donc la solution générale, c'est la solution particulière plus la solution générale sans second membre. Maintenant, il faut déterminer les constantes A et B. Et là, il faut utiliser les conditions initiales. Et ça, c'est souvent indiqué dans l'exercice. Donc, on nous donne de R de 0, j'ai deux inconnus, mais j'ai besoin de deux équations. Donc, R de 0 et la vitesse à t égale à 0. Les deux sont nuls. Donc, j'ai tout de suite, je remplace ici t par 0. Ça me donne A plus B égale à G cosinus alpha sur lambda carré. Et puis, la dérivée, c'est A facteur de lambda facteur de A moins B. Ça veut dire A égale à B. Et si A égale à B, donc là, c'est 2A. Voilà. Donc, A égale à B égale à G cosinus alpha sur 2 lambda carré. Et donc, voilà l'équation générale, la solution générale. Et je rappelle que exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, c'est cosinus hyperbolique de x. Donc, je peux noter
G cosinus alpha sur lambda carré, cosinus hyperbolique de lambda x moins 1. Ou vous pouvez le laisser sous cette forme. Mais souvent, avec cosinus, ça simplifie surtout le calcul de dérivés, si on aura des dérivés à faire dans la suite. Donc voilà pour la résolution de l'équation différentielle du mouvement. Bien, maintenant on va passer à l'étude énergétique. Donc là, on nous demande de déterminer, retrouver l'équation en utilisant l'étude énergétique. Et souvent, comme je dis souvent, donc l'étude énergétique, c'est plus facile parce qu'on travaille avec des scalaires. Il suffit de calculer l'énergie cinétique, de calculer la puissance des différentes forces, et puis vous faites l'égalité et vous aurez l'équation du mouvement. Bon, l'énergie cinétique, vous allez voir, c'est plus facile. L'énergie cinétique, c'est 1 demi m r point au carré. On a montré que la vitesse, c'est r point. Donc, sa dérivée, c'est directement m r point r seconde. Voilà le premier terme. Maintenant, je calcule la puissance des forces extérieures. Et la puissance des forces extérieures, c'est le poids, force réelle, plus la force d'inertie scalaire V. Et V, c'est R point suivant U. Donc, je garde que les composantes de ces forces suivant U. Les autres vont être égales à 0. Et voilà la composante du poids suivant U. Voilà la composante de la force d'inertie. Et il vous reste uniquement ce terme. Et donc, vous faites 1 égale à 2 en simplifiant par R point et par M. Et on a directement l'équation caractéristique. Vous voyez l'équation du mouvement. R seconde moins lambda carré. R égale à G sinus alpha. Vous voyez comment c'est plus simple de retrouver l'équation en utilisant l'étude énergétique. Bien. Maintenant, on va passer aux énergies potentielles. Et là, je vais rappeler quelques règles générales. Donc là, on peut calculer l'énergie potentielle soit à partir du travail, soit à partir du gradient. Et souvent, avec le gradient, c'est beaucoup plus facile. Et là, je vous donne les formes générales et vous allez voir qu'on va les retrouver facilement. Donc ça, c'est des choses à connaître. Par exemple, pour le poids, c'est une force conservative et l'énergie potentielle, c'est plus ou moins Gmgz plus une constante. On met plus lorsque l'axe Z est orienté vers le haut et on met le signe moins lorsque l'axe Z est orienté vers le bas. Donc là, vous pouvez écrire directement l'énergie potentielle, c'est mgz. La réaction, c'est une force non conservative. On ne peut pas lui associer une énergie potentielle, mais souvent, cette réaction ne travaille pas parce qu'il est toujours perpendiculaire à la direction de propagation, la direction de déplacement de la masse, dans notre cas ici. La force d'inertie d'entraînement, c'est une force conservative. Et on peut montrer, je vais faire la démonstration tout à l'heure, que l'énergie potentielle, là aussi, souvent si vous avez un examen sous forme QCM, vous pouvez dire tout de suite que l'énergie potentielle, c'est moins 1 demi m oméga carré HM. HM, c'est la projection de m sur l'axe OZ, qui est tout simplement la distance ρ, ou bien la variable r, ou bien le coordonnée r des coordonnées cylindriques, si vous travaillez en coordonnées cylindriques. Et enfin, l'inertie de Coriolis, là aussi c'est une force non conservative, donc elle dépend de la vitesse, donc c'est une force qui ne travaille pas, parce que vous avez force Coriolis oméga vectoriel V scalaire V, et ça c'est toujours égal à 0. Donc il va vous rester juste le calcul de l'énergie potentielle du poids et l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement. Et là on peut directement écrire pour le poids, voilà son énergie potentielle, et pour la force d'inertie d'entraînement, voilà, il suffit juste d'exprimer Hm. Voilà, et on peut gagner énormément de temps en connaissant ces informations. Moi, je vais essayer de le faire à partir du poids et je vais vous donner les résultats à partir du gradient. Bien, commençons par la méthode, par exemple, pour le poids. Donc là, vous voyez bien que le poids, si l'axe est orienté vers le haut, on a dit l'énergie potentielle, c'est mgz plus une constante. Z, c'est quoi? Voilà l'origine O. Z, c'est cette distance-là. C'est la hauteur, l'altitude du point M. Et vous voyez bien ici que Z, c'est A moins cette distance, moins R cosinus alpha. Donc, vous remplacez Z ici, vous voyez directement, vous avez l'énergie potentielle. Bien sûr, vous pouvez le faire par le travail. Pour la réaction, on a dit la réaction, il ne travaille pas parce qu'il est perpendiculaire à la vitesse, donc il est égal à 0. Donc, son énergie potentielle, c'est une constante. L'inertie d'entraînement. Donc, on a dit, bon, on peut le calculer par le travail. Après, je vous donne directement comment le trouver par le gradient. Donc, par le travail, vous savez que le travail de la force d'inertie d'entraînement, c'est F scalaire V fois D de T. Et si on fait F scalaire V, on va obtenir cette quantité-là. Donc, R point D de T, donc je rappelle, R point, c'est D de R sur D de T. Donc, R point D de T, c'est D de R.
Et après, comme ce que j'ai fait dans l'exercice 1 et 2, R d de R, je peux l'écrire d de R carré sur 2. Et puis tout ça, c'est des constantes. On peut l'introduire à l'intégrale à l'intérieur d'ici. Et donc, on va écrire c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle avec l'énergie potentielle est égale à cette constante-là. Est égale à cette valeur-là. Moins m oméga carré sinus alpha R carré sur 2. Et je vais vous montrer que ça, c'est tout simplement moins m oméga carré fois hm sur 2. Comme je dis tout à l'heure. Hein. Donc là, je dis hm au carré, pardon. Hm au carré. Après, je vous montre pourquoi c'est égal à ça. Donc voilà, là, on calcule juste par la méthode classique pour le moment, par le travail. Eh bien, pour la force d'inertie de Coriolis, on a dit il ne travaille pas. Et donc voilà, donc l'énergie potentielle, vous avez juste l'énergie potentielle du poids et l'énergie potentielle qui vient de la force d'inertie d'entraînement. En remplaçant R, sachant que R c'est G cosinus alpha sur lambda carré cosinus hyperbolique de lambda de t moins 1, vous avez R point est égal à ça. Donc ici, il y a un R point, quoi, vitesse cosinus, non, il n'y a pas juste, donc voilà l'énergie potentielle, je vais remplacer R par sa valeur et R carré par sa valeur. R carré c'est cosinus hyperbolique moins 1 au carré, voilà, et donc, et l'énergie cinétique c'est 1 demi mR point au carré, donc R point, ça vient de la dérivée de cosinus hyperbolique de lambda de t, point, c'est lambda sinus hyperbolique de lambda de t, vous voyez. L'avantage de travailler avec cosinus et sinus, ça va simplifier. Et je vous rappelle que cos carré moins sinus carré, c'est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1. Et vous voyez bien directement l'énergie potentielle cinétique plus énergie potentielle, c'est une constante. Donc là, j'utilise cos carré moins sinus carré égale à 1. Mais vous pouvez laisser, bien sûr, l'expression globale. Et vous allez toujours trouver égal à une constante. Donc voilà pour l'étude énergétique. Bon, l'énergie totale, c'est une constante. Donc c'est une force. Donc ce système est conservatif. Bien. Maintenant, je reviens sur comment calculer l'énergie potentielle à partir du gradient. Et là, normalement, c'est beaucoup plus simple. Je prends l'exemple du poids. Pourquoi on dit plus ou moins mgz? Bon, le poids, si l'axe est orienté vers le haut, vous voyez bien, le poids, c'est moins mg suivant k. Et puisque le poids, c'est une force conservative, il dérive d'une énergie potentielle, je peux l'écrire comme étant moins gradient de EP. Et puisque là, il est suivant K, donc le gradient va rester uniquement la composante du gradient suivant K, qui est moins D de EP sur D de Z suivant K. Et là, donc j'ai D de EP égale à mg fois D de Z, le signe moins avec le signe moins disparaît. Et donc l'énergie potentielle, c'est mgz plus une constante. Vous voyez, c'est plus facile. Donc si l'axe est orienté vers le bas, bien sûr, ici vous allez avoir un signe plus, donc vous allez avoir un signe moins à la fin. Bien. Passons à l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement. Donc là aussi, il faut, pour appliquer cette formule, il faut travailler dans la base cylindrique. Et c'est dans notre cas ici, I1, G1, ça et K, c'est la base cylindrique. Or, la force d'inertie d'entraînement, on avait trouvé M oméga carré R sinus alpha, suivant I, en fait, suivant ρ. Donc là aussi, on va dire est égal à moins gradient de EP, tout simplement. Et le gradient de EP, sa composante suivant R, c'est moins D de EP sur D de R suivant ER. Et ER, c'est I1. Donc, je déduis tout de suite que D de EP est égal à moins M oméga carré R sinus alpha fois D de R. J'intègre et je trouve moins M oméga carré R carré sur 2 sinus alpha. Et R sinus alpha, c'est tout simplement HM. Et donc, vous voyez bien que l'énergie potentielle de la force d'inertie d'entraînement, d'une façon générale, c'est moins M oméga carré sur 2 fois HM au carré plus une constante. Si vous travaillez en coordonnées cylindriques, on peut dire directement, bon, le poids, quel que soit le système, c'est toujours plus ou moins mgz, suivant l'orientation de l'axe. Et pour la force d'inertie d'entraînement, c'est moins 1 demi m oméga carré fois hm, à condition de bien comprendre que hm, h, c'est la projection de m sur l'axe z. Vous voyez, on peut directement écrire cette relation-là. Bon, je donne d'autres exemples, là aussi pour le ressort. L'exercice, par exemple, précédent, on pourrait calculer l'énergie potentielle directement parce qu'on sait que l'énergie potentielle pour un ressort, c'est 1 demi K facteur de l'allongement X moins l'allongement à vide au carré. Voilà. Avec X, c'est l'allongement. D'accord? L'allongement à l'instant T, X0, c'est l'allongement à l'instant initial. D'accord? Bien. Donc, voilà en fait pourquoi. Imaginez, vous avez un ressort. Hein, je prends ici, suivant l'axe des X, son allongement à un instant T, c'est X. La tension, c'est moins KX moins L0 au carré. Bien sûr, il dérive d'un potentiel. Donc, c'est moins D de EP sur D de X suivant EX.
Donc, j'intègre et je trouve tout simplement k sur 2 x moins L0 au carré. Donc, si vous avez un ressort, vous pouvez écrire là aussi directement l'énergie potentielle, c'est 1 demi-k, la longueur du ressort, moins la longueur à vide au carré, plus une constante. Pour la force d'inertie d'entraînement. Donc, la force d'inertie d'entraînement, s'il s'écrit toujours moins m oméga carré r suivant ER, bon, je disais, si la force d'inertie d'entraînement est égale à m oméga carré r suivant ER, donc là, on va écrire aussi moins d de EP sur d de R. Et donc, vous voyez bien que d de EP, c'est moins m oméga carré r fois d de R. Ça vous donne r carré sur 2 avec r, c'est cette distance-là. C'est ce que j'ai noté, hm. Donc, vous voyez, on peut l'écrire là aussi facilement sans passer par le travail. Donc, souvent, essayez d'avoir l'habitude de travailler avec le gradient. C'est pourquoi on a introduit le gradient. C'est pour simplifier l'étude des énergies potentielles. Je donne un autre exemple que vous allez voir en électrostatique, par exemple, l'énergie potentielle électrique. Imaginez, vous avez deux charges Q1, Q2. Vous allez voir que la force exercée par Q1 sur Q2, c'est K1, Q2 sur R carré suivant ER. Quelle est l'énergie potentielle de ce système associée à cette force? Donc, on va écrire tout simplement, c'est aussi une force conservative, donc il s'écrit sous la forme moins gradient de EP. Et le gradient, c'est moins d de EP sur d de R suivant ER. Donc, en intégrant d de EP, on trouve l'intégrale, bien sûr, on va trouver d de EP, c'est moins K, Q1, Q2 sur R carré, car on va voir si c'est une constante, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, d de R, et moins d de R sur R carré, l'intégrale, c'est 1 sur R. Donc, si on intègre moins d de R sur R carré, c'est 1 sur R, et on retrouve bien l'énergie potentielle électrostatique, ce qui est la constante K, Q1 fois Q2 sur R, plus une constante que je peux écrire Q fois le potentiel créé par Q1 par Q2 au point 1, Q2 fois V plus une constante. Donc l'énergie potentielle, vous allez voir, c'est Q fois V en électrostatique. Donc voilà pour cet exercice très général sur l'application du principe fondamental de la dynamique dans un repère mobile, étude dynamique, étude énergétique, calculer l'énergie potentielle, énergie cinétique, surtout comment retrouver l'énergie potentielle d'une façon très simple. Donc c'est le dernier exercice de cette année sur la mécanique du point pour, en tout cas, les élèves que j'enseigne au TD. Donc je vous souhaite à tous très bonne chance au devoir surveillé. Donc j'espère bien sûr que vous allez continuer à travailler sur cette chaîne, surtout le deuxième semestre. Vous avez tout ce qui vous concerne, hein, tout ce que vous avez besoin en électrostatique et en magnétostatique. Il est disponible sur la chaîne cours, TD, examen. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des remarques, partagez la chaîne avec vos amis. Bonne chance aux examens et à très bientôt.